Bonjour Audrey. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je suis Alain Tedeldi, directeur général d'un think tank qui s'appelle Institut Esprit Service, qui est un organisme qui est satellite du MEDEF. Je suis économiste de formation, diplômé en prospective de Dauphine, plus MBA IAE en stratégie d'entreprise. D'accord. Un parcours collectivité territoriale, conseil stratégie, économie sociale et développement de politique publique, recruté par le MEDEF, et enfin Institut Esprit Service en tant que tel. D'accord. Et pour vous, c'est quoi la transformation? Alors justement, la transformation, si on reprend la définition de Larousse, c'est un changement irréversible et profond. Oui. Un changement de forme d'ailleurs. C'est l'exemple même de Chrysalide et Papillon. Bon. Derrière l'expression, ce que l'on peut soutenir aujourd'hui et mettre en évidence, c'est tout simplement que l'on assiste à un changement presque radical, un nouveau paradigme sociétal, qui est lié à plein de choses, qui est lié bien sûr à l'explosion des technologies, même si l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle en soi. Néanmoins, on assiste à vraiment je dirais à l'irruption d'une nouvelle société, une société numérique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on assiste à certainement une standardisation des comportements, des modes de vie, du regard à l'autre, du regard vis-à-vis de l'employeur, de l'image même du citoyen, et tous les instituts internationaux mettent en évidence justement cette homogénéisation des consommations, des parcours de vie entre les pays, entre les continents. Donc c'est quand même intéressant de voir également ce mimétisme-là face au changement. Ensuite, derrière l'expression même transformation, il y a à la fois des dimensions sociales, sociétales, économiques, environnementales, politiques qui sont liées, et on le voit bien, notamment dans notre pays, et en Europe en particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on assiste à un raz-de-marée dans les transformations, mais c'est pas, le terme en soi, transformation, fait que est profond. Oui. Il est dense, il est intense, on ne transforme pas pour transformer, on transforme de manière durable, et même dans la rupture, parce que c'est une nécessité de survie, une nécessité de croissance, une nécessité de vivre autrement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette expression de transformation. On pourra en parler longuement. Simplement peut-être un dernier point, l'idée quand même de croiser les dimensions philosophiques, sociologiques, économiques, technologiques, fait que justement on arrive quand même à mettre en évidence qu'aujourd'hui, on n'est pas dans des balbutiements de transformation, pour reprendre cette expression. On est vraiment sur une vague que j'aime bien appeler vague du siècle, et même encore métamorphose. Et au-delà de l'expression de la métamorphose, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans tous les domaines aujourd'hui, on est au balbutiement, comme je l'évoquais tout à l'heure, de vraies ruptures et de vraies révolutions majeures. C'est plus qu'une troisième, quatrième ou cinquième révolution industrielle. On est bien au-delà que cela aujourd'hui. Dans la mesure où on touche au sociétal, sociétal qui était jusqu'à présent éloigné des entreprises. Souvent, sur beaucoup de sujets, l'entreprise s'arrêtait à des dimensions économiques et sociales. Le sociétal faisant peur parce que ça touche à des problématiques plus personnelles des dirigeants, des collaborateurs et de l'ensemble des personnes qui font tourner les entreprises. Le fait même d'aborder aujourd'hui les dimensions sociétales percute le mode de fonctionnement des organisations. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que vous percevez l'évolution du monde du travail et des compétences? Alors, moi j'ai envie de dissocier les deux. Déjà, je répondrai à votre question sur le monde du travail. Là, pour le coup, personnellement, je travaille sur une problématique à horizon 2030, qui est le champ de travail de l'Institut Esprit Service en tant que tel, c'est de se positionner à 10, 15, 20 ans. Et en fait, de se poser les bonnes questions dès à présent. Bien sûr que le monde du travail change, mais il a peut-être autant changé entre les années 70 et 80 qu'il ne change aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, naturellement, il y a l'explosion de la population mondiale, et donc l'explosion de personnes en recherche de ressources, de moyens de subsistance et donc d'activités rémunératrices. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a une extrême montée de la précarisation, de la fragilisation de beaucoup de populations.
Prenons en France les chiffres de la DARES, 98 000 jeunes sortent tous les ans sans formation. Que fait-on de cela? Dans le même temps, on a à peu près en France 200 000 emplois non pourvus. Faute de quoi? Faute justement de votre deuxième point de la question, faute d'adéquation entre les compétences offertes, donc les compétences sur le marché, et les compétences recherchées par les entreprises, entreprises ou tout type d'employeurs d'ailleurs. Bon. Donc ça pose beaucoup de questions. Ça pose la question de notre modèle éducatif, sans jeter la pierre sur qui que ce soit. Ça pose la question effectivement de l'apprentissage tout au long de nos vies. Aujourd'hui, on va bientôt travailler 45 voire 50 ans pour les générations à venir. Oui. Mais si on commence à entrer sur le marché du travail à 25-28 ans et que l'on est considéré has-been à 55 ans, le décalage des 20 ans, que fait-on? Donc il y a aussi un enjeu macroéconomique derrière cela qui pose question. Troisième point, beaucoup mettent en évidence la montée du freelancing, de l'indépendant. Ce n'est pas nouveau en soi. Je veux dire, quand on regarde les enquêtes sur la création d'entreprises sur les 20 dernières années, ça a toujours existé. Par contre, ce qui est intéressant à noter aujourd'hui, c'est que l'on passe d'une relation dite statutaire à une relation contractuelle. Oui. Et là, ce qui est important, je crois, de noter, c'est que, les personnes, quel que soit leur âge, qui seront bien formées, bien qualifiées, ouvertes au monde, elles n'auront aucun problème pour travailler sur la durée. A contrario, ce que je disais tout à l'heure, les personnes ou dites de middle, d'emploi de middle management par exemple, ou qui n'ont pas les critères, j'irais, de qualification que les employeurs demandent aujourd'hui, eux, ils ne s'en sortiront pas. Donc là, on a quand même des enjeux considérables. Enfin, par rapport aux compétences, personnellement, je n'aime pas trop cette expression compétence. On parle beaucoup de hard skills, on parle beaucoup de soft skills. Oui. Je pense que le terme compétence aujourd'hui est en soi déjà plus bon. Au-delà de la sémantique, ce qui est important de noter, c'est en quoi chaque individu sera en capacité d'apprendre à apprendre, et ce, tout au long de sa vie. Oui. Donc on raisonnera plus en termes de menaces et opportunités qu'en termes d'emploi, diplôme, statut, qualification. Oui. Vous pourriez me rétorquer, Alain, ce n'est pas nouveau en soi. Je dirais, certes, mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une extrême rigidité côté employeur pour sortir du cadre. Voilà, à chaque fois que je discute avec des collaborateurs, des dirigeants qui sont sur le marché, où j'imagine que chez vous aujourd'hui, dans votre réseau Premium Peers, vous le voyez aussi. Aujourd'hui, dès que vous sortez, je dirais, 1, 2, 5% du cadre qui est demandé par tel ou tel employeur, ça y est, vous êtes hors marché. Donc, en résumé, il y a une problématique de fond qui est la suivante, c'est qu'on a des organisations qui doivent se transformer en profondeur. Mais on a des organisations, notamment des grandes organisations, qui n'ont pas les leviers internes pour se transformer. Moi, je parle souvent de hacking des organisations. Ouais. Ça veut dire quoi, ce hacking des organisations? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut créer les conditions de la rupture. L'incrémental ne suffit plus, on est dans une ère où la rupture est nécessaire. Qu'on le veuille ou non, autant ne pas la subir, autant l'anticiper. Premier point. Deuxième point, ce que l'on constate aussi, c'est qu'on a négligé les personnes en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on leur a demandé beaucoup de résultats, d'incentives, mais on a pressuré, comme vous prenez un citron qu'on essaye de presser là, avec un presse-agrumes, mais à un moment donné, il ne vous reste que le zeste. Et cette problématique-là est quand même problématique. Pourquoi? C'est-à-dire que tout ce qui touche à l'intention des individus, au bien-être, à leur sérénité, à leur équilibre personnel, professionnel, on l'a négligé. Alors bien sûr, tout le monde aujourd'hui commence à se précipiter là-dessus. Il y a une loi sur la qualité de vie au travail, il y a des problématiques de réengagement des personnes qui sont effectivement nécessaires à appréhender dans les organisations. Pourquoi ces problématiques de réengagement sont importantes? Parce qu'aujourd'hui, on constate que moins d'un collaborateur sur 10 dans le monde se dit engagé. Moins d'un sur 10. S'il n'est pas engagé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller ailleurs. Il va monter son affaire, mais tout le monde n'a pas les capacités de monter sa propre entreprise.
Donc, on a un déséquilibre entre des besoins de grandes organisations qui veulent se transformer, qui veulent survivre pour effectivement rester dans la course demain et après-demain. On a des petits acteurs, quand je dis petits, ce sont des freelances par exemple, qui ont certainement besoin de se regrouper pour être plus forts ensemble, mais qui pour beaucoup d'entre eux sont dans une extrême fragilité. Ouais. Et puis on a un ventre mou, notamment qui coiffe des postes, je dirais, ou des fonctions de middle management, pas de direction, pas de non-responsabilité non plus, et eux sont également en extrême fragilité. Donc en clair, il faut sortir des logiques de statut, il faut sortir des logiques de taille, il faut vraiment raisonner dans une logique d'apprentissage continu. Donc d'avoir des personnes qui soient non plus membres d'écosystèmes, mais qui soient en soi presque des écosystèmes à part entière. D'accord. En capacité toujours de veiller, d'observer, d'analyser, d'avoir donc, et puis les outils numériques le permettent aujourd'hui de toutes les façons. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire là que demain, qui plus est par rapport aux intelligences dites artificielles, il va falloir être en capacité de créer de la différence, de montrer en quoi l'humain, et je pense qu'on en est tous convaincus, si on a des valeurs comme humanistes, en quoi l'humain aura encore un sens, de la valeur, et sera encore l'avenir de notre économie et de notre société. Donc, évolution du travail, évolution de l'emploi, évolution des compétences, on voit bien là qu'on est au tout début d'une nouvelle ère. D'accord, merci. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de collaborer avec Premium Peers? Alors, je pense, historiquement, Premium m'avait contacté pour travailler ensemble, mais au-delà de l'œuf et la poule, je pense qu'à un moment donné, on s'est rencontrés, on avait des convergences certainement, peut-être de valeurs, même si c'était peut-être un peu prétentieux de le dire, en tout cas des convergences sur l'exigence nécessaire aujourd'hui dans notre société et dans l'économie. Être exigeant, se montrer exigeant, d'une part. D'autre part, se montrer bienveillant. C'est-à-dire avoir effectivement ce souci de l'humain, ce souci des interactions, ce souci des écosystèmes, ce souci des parties prenantes. Troisième point, je pense, aussi une volonté de créer du contenu. Dans une ère où on est dans de l'ultra-communication très sophistiquée, d'apparence également bien sûr, on a parfois tendance à perdre en contenu. Et nous, ce qui nous importe, en tout cas, c'est vraiment de recréer du contenu, du vrai contenu, et de s'inscrire dans cette prospective, comme je l'évoquais tout à l'heure, de 10, 15, 20 ans. Le but n'est pas de lire dans le mar du café, de se dire que se passera-t-il en 2030 ou 2050, mais quels sont les points critiques aujourd'hui sur lesquels on peut constater effectivement que l'on n'est pas bon, pas pertinent, pas opportun, pas différenciant, et que faire justement pour changer, pour transformer réellement sur la durée. Donc c'est se poser les bonnes questions maintenant pour ne pas être hors du chemin demain, se poser les bonnes questions pour être en phase avec la société actuelle. On parle plus de croissance, on parle de partage de croissance, on parle de frugalité, on parle de collaboratif, on parle de gratuité. Ok, mais puisqu'on parlait de ressources initiales, ressources dans une logique où on ne créerait plus de ressources, donc il y a beaucoup de choses à réinventer, à homogénéiser, créer des convergences, créer des interstices pour vraiment être très pertinent demain. Et c'est la pertinence qui sera importante. La pertinence, c'est quoi? Et c'est être là avec la bonne offre en réponse aux justes besoins et au bon moment. Une fois qu'on a un petit peu mis cela en pratique, en exergue, on peut en tout cas arriver, sinon à être bon, performant, en tout cas à être peut-être moins mauvais que les autres. Et ce sera déjà en soi peut-être la première marche de réussite ou de succès. Très bien. Et si vous aviez un mot pour la fin? Un mot pour la fin, j'en aurai deux si vous le voulez bien. Le premier, c'est l'ouverture. Je crois qu'on manque d'ouverture, on manque de maillage, on manque de partage, on manque d'humilité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on parle de leadership, quand on parle de transformation, quand on parle de modernisation, quand on parle de rupture, on a besoin vraiment de cette ouverture aux autres et à tout ce qui nous entoure. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui est de toutes les façons lié, c'est vraiment d'être dans une logique de prospective.
c'est vraiment se mettre en tension, se mettre en questionnement, se poser réellement les bonnes questions qui préparent l'avenir, non pas pour se les poser, non pas pour être antinomique de l'action, mais pour se dire qu'il y a de la complémentarité. Bon. Et quand on voit tellement d'organisations aujourd'hui, tellement de personnes qui vont droit dans le mur, oui, ils sont dans l'action, oui, ils sont dans l'urgence du moment, mais dans la mesure où ils n'ont pas analysé tel qu'il le fallait, mais ils ont le mur de pierre devant eux, au lieu de sauter ou de passer à côté, ils vont être baissés dedans. Et sans le casque, ça fait très mal. D'accord. Ben, merci pour votre intervention, Alain. Merci et Audrey. puis, à bientôt sur notre chaîne YouTube. Avec plaisir.